Bonjour à tous. Je pense qu'on va attendre du monde. Il y avait une centaine d'inscrits. Merci d'être là. Merci à tous d'être fidèlement présents. Pour nos 10 ans, cette année, on fête les 10 ans de la filière. Le temps a passé vite. Et vous ne couperez pas un petit récapitulatif et puis un petit bilan de l'année écoulée et puis des 10 ans qui se sont écoulés. C'est moi qui passe les diapos, c'est ça, Olivier? Ouais. Donc un petit retour sur la journée de l'année dernière. Est-ce qu'on posait la question s'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées? Ah, alors, Rafik me demande dans l'oreillette savoir si l'un de vous ne veut pas être filmé. Est-ce que tout le monde est d'accord pour être filmé, apparaître? Sinon, on floutera, hein, il n'y a aucun problème. Bon, manifestez-vous auprès de l'équipe. A priori, Olivier, l'équipe, c'est bon. Et donc, un petit retour sur l'année dernière. Sur cette journée donc, qui avait rassemblé à peu près autant de personnes que l'année d'avant. On était 180, presque 200 inscrits, 80 en distanciel. Et une répartition sur la France qui était assez similaire à celle de l'année dernière. Bon, une prédominance des personnes sur Paris, mais les régions étaient bien représentées et un public un tiers de soignants, un tiers d'associations de patients et un tiers de personnes autres, on va dire, chefs de projet. Donc je trouve quelque chose d'homogène et des suggestions, parce qu'à chaque fois on vous demande des suggestions et la volonté de mixer des séances un peu plénières et des séances plus en workshop, en atelier, et d'alterner éventuellement sur des tables rondes. Les thématiques qui ont été proposées l'année dernière, c'était autour du réseau ville-hôpital, autour de l'imagerie, de la prise en charge, l'éducation thérapeutique et le parcours de soins. Alors, vos vœux sont exaucés, et puisque cette année, on va tout de suite enchaîner après ma présentation sur une table ronde qu'on vous introduira avec Aline autour de l'éducation thérapeutique, pour faire un petit peu un point sur toutes ces années passées à organiser des formations, des ateliers, des appels à projets autour d'éducation thérapeutique. Et Pascal Lafitte se présentera. Elle nous a fait le plaisir et l'honneur d'être là. On aura ensuite Fabrice Parker qui dirige notre comité scientifique qui annoncera les lauréats de notre appel à projet de cette année. Et puis les prix de thèse. Cette année, on en a 5 qui viendront, pas tous, mais se présenter au moins en présentiel et sinon à distance. Vincent Vauchel, vous savez qu'il est à la mission Maladies rares. Alors maintenant, il est un petit peu sur la recherche, un peu plus même. C'est Anne-Sophie Lapointe qui pilote le plan. Numéro 4, hein, qui a été annoncé en février, mais Vincent viendra nous présenter justement le plan Maladies rares, donc moi j'en parlerai assez peu. On fera une pause et je vous invite à la pause à aller voir tous les ateliers de certains lauréats de nos appels à projets qui viendront présenter des outils. L'équipe de Marseille sera présente, l'équipe aidez-moi Rafik, Strasbourg, Nancy, qui viendront nous présenter des outils pour partager ensemble. Donc vous aurez l'occasion d'aller déjeuner, évidemment, et puis vous pourrez naviguer, c'est le cas de le dire, pour aller voir un peu et échanger avec les équipes. L'après-midi, donc, gros pavé sur l'imagerie, avec du prénatal jusqu'au postnatal, avec des tas de présentations sur des nouveautés, des mises au point autour de l'imagerie dans nos pathologies du pôle caudal. Et on terminera par des workshops, des ateliers. On séparera en 2, plénière au-dessus. Et un atelier ira sur les aides au diagnostic. Et puis l'autre atelier, ce sera pour les associations de patients, pour aussi échanger et puis partager des nouveautés avec Tiffaine et Ségolène. Alors, j'ai demandé à Tiffaine de me faire une petite infographie et ça rigole pas quand Tiffaine fait une infographie, hein, vous voyez, donc ça démarre en bas. Bon, juste pour vous rappeler, c'est un petit peu les plans maladies rares pour les nuls, mais maintenant vous êtes tous bien dans le bain, hein, c'est le cas de le dire, décidément. Ça a démarré au plan maladies rares numéro 1, je ne vais pas tout reprendre, la structuration en centre de référence, et donc MAREP avait été labellisé en 2007, Chiari, Syringomieli aussi, et puis le plan maladies rares numéro 2, la structuration des filières, et donc Neurosphinx est apparu à ce moment-là, et puis le plan maladies rares numéro 3, donc on en a vu la fin,
qui nous a permis d'aller plus vers le diagnostic pour tous, les parcours de soins, les activités transversales, le développement de la génomique et puis les nouveaux traitements. Le réseau était comme ça en 2023, je ne vais pas reprendre, et je vous rappelle donc en janvier 2024, fin 2023, l'annonce de la relabellisation d'un certain nombre de centres. On a perdu quelques sites constitutifs dans ces MAVEM, mais de nouveaux sont apparus. D'ailleurs, Federico Di Rocco s'excuse, il devait être là aujourd'hui, mais Olivier Klein a répondu présent de Nancy. Marep, un nouveau site constitutif avec Anne Dariel, et Marvu à Nantes avec Marc-David Leclerc qui sera là aussi. Le réseau, il est comme ça maintenant, 93 centres. Je trouve qu'il est plutôt homogène et harmonieux, avec dans chaque grande région un représentant Marep, un représentant Marvu, un représentant CEMAVEM. L'outre-mer aussi est représenté, avec la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. On n'a pas de centre en Guyane. Mais je trouve que globalement, on a une filière assez petite par rapport à d'autres, mais qui reste active, avec des personnes sur le terrain qui ont vraiment une volonté de participer et de participer à nos appels à projets. Alors l'équipe projet en 2024, elle était comme ça, avec, je rappelle, Rafik Mansouri, chef de projet, Tiffaine à la communication et bien plus, puisqu'elle s'occupe des clés du diagnostic, elle suit les sujets sur la génomique. Ségolène Okoko, qui est pharmacien et qui s'occupe de la transition ado-adulte, et donc aussi, on va vous en parler, du GRIOT, qui est ce nouveau groupe autour du traitement et des nouveautés thérapeutiques et des prescriptions en AMM. Aline Cazenave, qui donc est à l'éducation thérapeutique, et bien plus, vous la connaissez, et Anthony, qui s'occupe de toute l'aspect Bamara et d'aide à la saisie. Un petit retour en arrière, parce que j'avais un peu la nostalgie de tous ces gens qui m'ont aidé pour monter cette filière. Clémentine Espinas, qui était à la mission Maladies Rares, qui avait bien connu Sabine Sarnaki quand elle était VP, vice-présidente à la mission Maladies Rares, et qui est venue un peu naturellement nous aider à monter la filière. Et puis Leslie Dion, Clémence Désiré, qui a fait l'interface, l'interlude, on va dire, entre Leslie et Iris, puisque Leslie était partie en congé maternité, et puis Iris, qui est restée avec nous, jusqu'à Safia, qui a pris le relais en attendant qu'on recrute Rafik. Rafik qui est là depuis 4 ans et demi maintenant. Et d'autres postes qu'on n'a pas reconduits, parce qu'on avait monté cette application qui existe toujours, Poop & Pee, et donc on avait recruté Baptiste Billman, qui nous avait beaucoup aidé à développer aussi le e-learning, et Julie Chassagne, qui a continué son chemin, puisque maintenant elle est chef de projet de la filière Fava Multi, et Roumaïssa Saïdi, qui était data scientist, et Anthony a pris la suite. Coup de chapeau aussi à Emma Gatipon, qui a monté de toutes pièces l'activité transition, qui a repris ensuite Ségolène, et puis à la com, Florine Bourgeois, je pense que certains s'en rappellent, qui a donné ensuite la main à Tiffaine. Voilà, c'était une petite rétrospective. Et puis, on en est donc au plan Maladies Rares numéro 4, ça ne vous a pas échappé, qui a été annoncé au ministère de la Santé en grande pompe, on va dire, fin février. On était conviés, d'ailleurs, pour avoir, de la part du ministre, la confirmation des budgets qui étaient reconduits, même un peu grossis. Donc, on était rassurés. Et j'en avais parlé l'année dernière, un plan qui a été globalement structuré comme il avait été travaillé, c'est-à-dire le lien ville-hôpital, les actions transversales, les parcours de soins, la prise en charge de la transition. On s'est occupé du parcours transition, de travailler sur ce groupe-là. Et puis l'aspect traitement, nouveautés thérapeutiques, l'aspect database et l'aspect génomique, qui est un gros pavé avec toutes les préindications pour la suite. Alors l'équipe projet, maintenant, elle est constituée comme ça. Pour être très transparent, il y a eu des auditions des animateurs. Je vous remercie encore de votre soutien et de vos lettres qui m'ont vraiment encouragée. Et après l'audition, donc voilà, j'ai été retenue comme officiellement coordinatrice, avec toujours la même équipe. Et petit coup de
un petit coup d'œil sur Sabine Sarnaki, sans qui rien de tout ça ne se serait créé et qui n'est jamais très loin, je vous rassure. Et qui s'excuse qu'elle ne pourra pas être là aujourd'hui, puisque maintenant elle est doyenne de l'UFR de médecine. Alors, un petit mot sur le site internet. Vous savez qu'il avait été refondu en 2021 entièrement par Tiffaine, qui avait fait un énorme travail de mise à jour. Et elle est à nouveau en pleine refonte, puisqu'avec le relabel, elle est en train de remettre à jour. C'est un énorme boulot parce qu'elle est obligée de contacter, de vérifier les numéros de téléphone, mettre à jour. Donc, n'hésitez pas à la contacter, même vous, si vous avez des changements. Parce que ça nous permettra de gagner du temps. Il devrait sortir dans peu de temps, dans un relooking, couleur, etc. Je vous rappelle qu'on a plusieurs modes d'entrée à travers un hôpital, si on ne sait pas exactement ce qu'on a, qu'on est un peu en errance, à travers une pathologie. Et puis, il y a un formulaire qui vous permet aussi de mettre à jour vos données. On a une mise à jour aussi des correspondants adultes. Donc n'hésitez pas à nous faire part des changements de vos correspondants adultes, parce que ça nous est de plus en plus demandé sur des patients qui finissent par nous trouver à l'âge adulte et qui sont un petit peu perdus. Les réseaux sociaux, on a fait un bilan des 10 dernières années avec, vous voyez, sur Facebook, vraiment une montée en puissance de 500 au départ sur la création de notre compte à plus de 2000 followers, c'est pas mal. LinkedIn, pareil. Et Twitter, on est franchement un peu moins actif, Instagram aussi. À noter qu'on a Tiffaine a ouvert un compte sur Blue Sky, qui est ce nouveau réseau social où ça commence tout doucement. Fallait en être, puisque l'AP maintenant a rejoint aussi ce réseau. Je vous rappelle qu'on a une newsletter qui paraît tous les 2 mois à peu près. Elles sont toutes consultables en ligne sur notre site depuis 2020. Et puis les Parlons-en. Alors les Parlons-en, puisqu'on est un petit peu dans le retour et la nostalgie, on avait une stagiaire qui était psychomotricienne orthophoniste, qui s'appelait Aurore Rivière, qui était venue en 2016 et on cherchait une thématique pour la faire travailler. Et je lui avais dit, peut-être on pourrait faire quelque chose où on en parle. Et on a commencé les premiers Parlons-en, qui sont des vrais témoignages patients, qui sont un travail colossal que fait Tiffaine, d'ailleurs souvent avec notre psychologue Julia Disnan, et puis vous, tous vos témoignages, les témoignages des patients. Tiffaine avait envoyé un questionnaire pour savoir un petit peu quelle thématique vous vouliez aborder pour les prochains. Donc voilà les thématiques qui ont été retenues. Je pense qu'on va en choisir une bientôt, ou d'ailleurs cet après-midi, pourquoi pas, lors de l'atelier, autour de soit les aidants, réaliser ses rêves, les parcours opératoires. Enfin, il y a des choses très techniques, d'autres un peu moins. Voilà, c'est vos livrets qui sont téléchargeables en ligne. Je rappelle, tout est téléchargeable gratuitement. Et aussi, format papier, vous pourrez les trouver au-dessus. On en a amené quelques exemplaires. Alors, il y a beaucoup de... il y a du online, comme on dit, puis il y a beaucoup de offline, comme des plaquettes. On a relooké nos plaquettes. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, pour tout dire, on s'est un peu calqué sur ce qu'a fait Oscar. Moi, j'avais beaucoup aimé la filière Oscar. Il faut quand même leur rendre... Donc, vous me direz si ça vous plaît ou pas, mais ça a une autre forme que le triptyque habituel. On a des nouveautés avec les fiches Pato, et puis un flyer ETP. Si ça vous intéresse, on peut vous en passer sur ce que c'est que l'ETP qu'a fait Aline et l'équipe. Et puis les clés du diagnostic, on vous en parlera cet après-midi. Je me suis collée pour en faire une sur l'incontinence fécale. On vous la montrera dans l'atelier cet après-midi. On en avait parlé l'année dernière. Je dois dire qu'on n'avait pas beaucoup avancé. C'est un projet extrêmement vaste de la filière FI2R pour permettre aux généralistes de s'acculturer à nos maladies, avoir des fiches très simples sur un site dédié. Donc il y a un site internet dédié. On est chargé, nous, en tant que filière, de faire des clés. C'est sur le modèle pour ceux qui connaissent, dans la Société française de pédiatrie, qui s'appelait les pas à pas, qui permettait de réfléchir à partir d'un symptôme. C'est un exercice qui n'est pas si simple, en fait. Donc, Tiffaine vous montrera un exemple de ce qu'on vous propose. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors, 10 ans, on n'a pas pu tout mettre, bien sûr. 2016, on avait eu un congrès. On a premier projet déposé aux ERN. Bamara, l'émergence de Bamara. Alors, moi, je connaissais Semara depuis 2007, mais ça s'est transformé en Bamara. Poupenpi en 2017. Pardon.
Et puis, on a avancé les cartes d'urgence, les journées filières ont commencé. Alors, on avait commencé en 2016, mais on s'est vraiment bien organisé plutôt 2017, 2018. On a sorti des webinaires, finalement, à toute chose, malheur est bon. Avec le Covid, on s'est mis au webinaire, on s'est mis à faire des Facebook Live que vous retrouvez sur notre site internet aussi. Hein. Vous avez des rubriques et vous pouvez les retrouver si vous avez la nostalgie du Covid et post-Covid, parce qu'on continue à en faire. Pareil, hein, si vous avez des idées de Facebook Live, si vous voulez faire des webinaires, Mado souvent nous propose des thématiques. N'hésitez pas, on peut mobiliser l'équipe. Ça résonne beaucoup, ça marche bien sur les réseaux. Et puis, on a commencé à faire... on a fait nos journées associations hein, tout du long depuis le début, tous les ans, presque tous les 2 ans. Et puis on a sorti nos podcasts hein, en interfilière transition, le podcast Franchir, et la 2e édition est sortie en début d'année, un petit peu symboliquement le jour de la Journée internationale des maladies rares. Ça s'est totalement piloté par Ségolène. Et puis on a eu ce colloque en 2023 et on vous parlera du 3e colloque interfilière qui a lieu en septembre prochain. Voilà, beaucoup d'événements, beaucoup d'actions. Enfin, je trouve qu'on peut faire plus, hein, toujours, mais on ne démérite pas. Et surtout, une filière ouverte à tous. Je rappelle qu'on a ce groupe donc interfilière transition. Il y a 22 filières sur les 23 qui en font partie, puisque la sclérose latérale amyotrophique n'en fait pas partie. Je pense qu'on l'invitera, puisque je vous rappelle que dans le plan maladie rare numéro 4, et je l'avais un peu demandé à Anne-Sophie Lapointe, je voulais qu'on réfléchisse, et c'est grâce à Mado qui me l'avait soufflé à l'oreille sur le vieillissement dans les maladies rares, et ça a vraiment été retenu comme thématique, puisqu'on voit maintenant des personnes arriver avec des âges avancés, hein, entre guillemets, et donc c'est intéressant, je pense, d'intégrer maintenant des filières qui en ont l'expérience aussi, et celle-là, c'était un petit peu mise en retrait de notre groupe, mais ça serait intéressant de l'inviter. Et donc ce groupe qui est très très actif, hein, quand on fait des visios, ils sont 40, ils ont des référents dans chaque filière, ils sont présents, ils sont vraiment extrêmement actifs et on n'est pas du tout dans la compétition, mais au contraire dans le partage, et c'est extrêmement agréable de faire ces copies. Là, on en fait 2-3 par an avec l'alimentation du site internet dédié à la transition, le livret qui avait été fait lors du colloque qui va être mis à jour sur toutes les actions transition en interfilière, et puis je vous rappelle des événements en région animés par la filière FIMATO qui sont réguliers, hein, auxquels on participe bien sûr, mais qui sont animés par FIMATO. Et ça, c'est très, très chouette aussi, je trouve, d'aller au-devant des équipes de terrain, souvent dans des espaces transition avec qui on collabore. Hein. Il y a toujours le e-learning sur la transition qui court. Hein. Vous pouvez vous inscrire, hein, qu'on avait fait il y a 2 ans maintenant. Et puis cette plaquette aussi autour de la transition. Enfin, tout ça, c'est du matériel. Hein, vous pouvez nous demander qu'on peut vous transmettre. Alors, Ségolène fait des diapos très, très petits. Hein. Moi, je vieillis, j'ai du mal. Alors, mais bon, merci quand même à toute l'équipe de m'avoir aidé à faire ces diapos. C'est une chronologie qui vous montre un petit peu ce qu'on a fait en 2024. Voilà, c'était des vidéos de sensibilisation avec l'équipe de Robert Debré et la plateforme Advenir que vous avez peut-être vu passer sur nos réseaux. Sensibiliser les parents et les familles. Alors, c'est pas un podcast, hein, là, c'est vraiment des vidéos auxquelles Tiffaine a participé, mais toute l'équipe d'Advenir de Robert Debré pour présenter la transition et la démarche transition sous la houlette de Hélène Mellerio, pour ceux qui la connaissent, hein, qui est une pédiatre de l'adolescence. Ensuite, on a travaillé sur le lien ville-hôpital et on vous en reparlera. On n'est pas encore mûr sur le sujet, mais dans le cadre du plan maladie rare numéro 4 et de ce groupe de travail donc, que j'ai animé, il apparaissait vraiment qu'il était crucial de développer la ville en termes de transition, parce que nos jeunes ne sont pas toujours, et loin de là, à l'hôpital. Et en fait, on voyait bien que la ville était extrêmement défaillante. On a identifié, mais tout dépend des régions, mais les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, comme éventuellement des relais possibles. Et quand on les a approchés, on a commencé par l'Île-de-France, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient absolument pas le plan maladie rare et qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'on faisait, mais qu'ils étaient prêts à apprendre. Et donc, on va peut-être rentrer dans une démarche d'acculturation, de formation de ces personnes dans les DAC, qui sont plutôt actuellement sur le grand âge, la gérontologie
ou certains grands groupes de maladies, mais pas du tout les maladies rares. Mais ça peut être un levier intéressant pour le plan maladies rares numéro 4. Tout ça, on vous en reparlera, parce qu'on en est au début des approches de personnes clés, on va dire, dans ce réseau. Donc, on prépare le colloque 2024. 2024, donc, c'est le 3e colloque européen, le 5e colloque européen, pardon, sur la transition, qu'on organise, que je co-organise, qui a lieu à Paris avec l'équipe de Hollandais qui pilote. C'était les Suisses au départ, et maintenant c'est les Hollandais, et avec Enora Leroux, Nizar Malawi, Philippe Touraine et Hélène Mellerio. Donc elle a lieu du 25 au 26 septembre prochain à Jussieu. Et le 2e jour, on a pu obtenir que tout l'après-midi soit dédié à la partie française et donc la transition dans nos filières. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire et vous êtes les bienvenus. L'autre partie, on n'a pas pu la faire gratuite, malheureusement, mais et ce sera en anglais, bien sûr, mais en France. Et donc... on est allé avec Ségolène à Johannesburg présenter, vous savez, le questionnaire qu'on avait fait autour de la transition sur les associations, mais également les soignants. Qu'est-ce que vous savez sur la transition, etc. Et on avait proposé un abstract à ce premier colloque sur la transition animé par Giulia Brizigelli. Je ne sais pas si j'ai la flèche, mais elle est au centre en bas, qui est une chirurgienne pédiatre italienne qui a monté un colorectal center à Johannesburg. Et on y est allé avec Ségolène. Il y avait Marc Lévite, pour ne pas le nommer, mais aussi plein de personnes d'Europe et d'Afrique. C'était un très, très bon moment de partage autour de la transition. Et il se murmure que peut-être le prochain, ce sera en France, mais on va voir, on va travailler là-dessus. Donc, ce prochain colloque, vous avez un QR code pour vous inscrire. Le thème retenu par le groupe interfilière, c'est le lien ville-hôpital. Un mot sur les ERN. Alaël Gonemi, je vois qu'Alaëla est extrêmement présent et beaucoup plus que moi à l'ERN urogène. Là, c'est une photo de 2023 parce qu'en 2024, c'était un peu moins glamour. Je vous ai mis la photo de groupe. On était en visio, apparemment, pour faire des économies, si j'ai bien compris. C'est un groupe qui commence à devenir plus actif côté français, puisqu'on travaille sur l'interopérabilité entre Bamara et la database urogène. Enfin, ça sort de l'eau depuis le temps qu'on la demandait, cette interopérabilité. Mais c'est pareil, ça avance très doucement à cause des problèmes réglementaires. Je sais que d'autres filières comme Ithaca sont, des ERN comme Ithaca sont déjà très avancées là-dessus. Nous, on était vraiment très en retard. J'ai mis des petites flèches. Anne, Dariel et dans Hernica. Merci pour la photo, Anne. Je crois que c'était à Francfort cette année, hein, c'est ça. Anne représente à Hernica la maladie de Hirschsprung. Moi, officiellement, j'en fais plus partie pour des tas de raisons d'organisation, mais on va refaire une demande pour être partenaire. Tout simplement, Necker n'a pas fait le dossier. Ça tient à ça. Mais c'est un groupe qui est pas mal actif, hein, et qui sort des guidelines. Alors, on a sorti cette année 4 guidelines autour des malformations anorectales. Donc, surtout l'aspect parcours, depuis le début de la prise en charge, péro, post-op. Je vous ai mis les références. Elles sont sorties fin d'année avec le groupe urogène. Et puis, Hernica, on avait déjà sorti les guidelines du Hirschsprung recto-sigmoïdien et du Hirschsprung colique total. Et auparavant, on avait aussi sorti la guideline sur le péristine. Un mot sur... parce que tout ce réseau, toute cette animation, c'est aussi parce que on développe l'éducation thérapeutique et que les équipes aussi, sa culture à cette prise en charge du patient dans sa transversalité, dans le patient au cœur du soin. Et grâce à Aline, vous le savez, je le remets parce que c'est peut-être la dernière fois, en tout cas dans ce contexte, que je parle d'Aline. C'est 49 personnes, 50 on peut dire, formées à l'animation, à la coordination avec Pascal, merci.
assez peu de programmes déposés. Je sais combien c'est compliqué l'aspect réglementaire, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas eu que des soignants. Il y a eu beaucoup d'associations de formés. Ça même pour certains été des révélations. Certains même, j'en connais, ont changé de vie après ces séances pour devenir patients partenaires. Il y a 11 programmes officiellement déposés dans notre réseau, ce qui n'est pas si mal pour un réseau chirurgical, franchement. Quand je me rappelle les débuts à l'INA, on nous donnait 3 minutes à la fin du staff pour présenter le TP parce que bon, fallait que ça aille vite. Les PNDS, on en avait 12. Steven a sorti le 13e, Syringomiélie. On en a encore en gestation, pas loin de l'accouchement, je crois. En tout cas, le nôtre, sur le Hirschsprung. Et on va le relire et il est terminé. On va vous le faire passer. Je vois Carole qui me regarde. C'est promis. Et un petit mot sur l'Observatoire du traitement. Alors, on a eu du mal. Enfin, personnellement, j'avais du mal à trouver notre place dans l'Observatoire du traitement. Pour faire très simple, hein, au ministère, ils ont fait d'un côté l'Observatoire du diagnostic. Ça, c'est pour identifier les sans diagnostic, les personnes en errance diagnostique. On se sert de Bamara, on a Anthony, ça c'était clair. L'aspect observatoire du traitement, personnellement, dans notre filière chirurgicale, on vous a fait passer un fichier Excel et merci à tous ceux qui l'ont rempli. Vous l'avez tous rempli. Marvus et Mavem. C'était moins évident. Et puis finalement, il est ressorti de ce travail que, grâce à Ségolène aussi, qui est pharmacien, c'est que c'était important de déclarer aussi nous hors AMM. Toutes nos utilisations hors AMM, il est sorti là un appel à projet de la BNDMR autour des accès compassionnels. Et donc, on a commencé, on a mis un pied dans la porte, il y en aura d'autres. On a déposé un premier projet avec Anne hein, autour du normacol et de la toxine botulique dans les hypertonies sphinctériennes anales. C'est un premier jet, on va voir ce que ça donne. La BNDMR, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont créer des pétales, des items de saisie pour identifier en vie réelle, sur 3 mois ou 6 mois, c'est très court, hein, comment on utilise ces médicaments tout à fait hors AMM pour essayer de pousser un petit peu pour qu'il y ait des recommandations qui les mettent en sécurité, on va dire. Merci aux associations d'avoir signé la veille au soir l'appel à projet. C'est toujours comme ça. Donc, le griotte, c'est des initiales que j'ai oubliées. Peut-être Ségolène s'en souvient. C'est la filière FAI2R, si je ne me trompe pas, qui l'a monté. C'était un groupe un petit peu informel, un petit peu comme le groupe Transition. C'était le groupe traitement. On y était, on était là, des grosses réunions, bon, et finalement, c'est devenu très officiel dans le plan maladie rare numéro 4. Le griotte apparaît comme un groupe à part entière qui fait le relais sur le médicament. Alors, il y a des médicaments de très grande envergure, hein, la thérapie génique. Bon, on reste très humblement sur nos hors AMM pour l'instant. On n'a pas vraiment de dispositifs médicaux à déclarer, mais voilà, je vous en informe parce que si des choses vous viennent sur le médicament, on a proposé la candidature de Ségolène hein, de manière officielle pour qu'elle fasse 10%, c'est ça Rafik, hein, dans le griotte. Et il y a assez peu de filières finalement qui sont authentiquement représentées avec des pharmaciens, donc ça nous permet d'être dedans. Voilà, je pense que c'était important d'être dans ce groupe qui va devenir très officiel dans le PNMR4. Un mot sur le travail de Ségolène aussi qu'elle a fait, et notamment dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares. Elle a mobilisé son réseau de pharmaciens pour les acculturer aux maladies rares. Et ils ont fait un guide d'accueil des jeunes pharmaciens, un guide de description en fait de nos actions, qui demande qu'à s'élargir. Et ça continue, c'est un groupe qui court, dans lequel Ségolène est très active en fait. Un petit mot, mais tout petit, il me reste combien de temps ? 2 minutes, super. Juste un mot, j'ai demandé à Anthony de faire une extraction. Vous savez, on peut faire des extractions. Vous avez été très nombreux à nous demander des aides à la saisie. On a été très bien dotés pour faire ça hein, sur une ligne qui s'appelle AF22. Enfin bref, peu importe, mais on vous a aidé à la saisie. Certains nous ont demandé de l'argent qu'on a transmis à vos plateformes d'expertise maladies rares hein, parce que vous, en tant que centre de compétences, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent. Mais ça a été un très gros boulot qu'a suivi Anthony. Il s'est beaucoup déplacé
déplacé, mais ça a permis quand même de faire gonfler les files actives dans Bamara. Et en bleu, c'est celle de l'année dernière, en rouge, c'est celle de cette année. Et c'est pas pour se comparer, hein, mais c'est pour montrer qu'en rouge, c'est toutes les actions de saisie et d'aide à la saisie qui ont permis de vous faire remonter vos files actives et donc d'alimenter la base Bamara et donc d'alimenter l'observatoire du diagnostic. Vous avez compris tout ça et toutes les actions qu'on va faire en partenariat avec la BNDMR. Ça, c'est pour MAREP. Ça, c'est pour MARVU. Donc, les lignes rouges, je suis assez contente parce que ça remonte bien les files actives. Et l'aide à la saisie, c'était un petit mot pour dire qu'effectivement, il me reste 1 minute. Effectivement, Anthony s'est beaucoup déplacé, je passe vite. On a transmis on a eu 19 demandes de financement pour aide à la saisie des données. Donc 19 conventions, c'est un énorme boulot parce qu'à chaque fois qu'on transmet de l'argent, il faut faire des conventions. Ils nous haïssent à Necker avec nos conventions et 14 demandes d'aide de saisie d'arc, donc 14 voyages aller-retour pour Anthony. Et on recommence cette année puisqu'on a eu exactement la même dotation de 210 000 euros, hein, je vous rappelle. Et donc pour cette année, 23 demandes de financement pour l'aide et à peu près autant de demandes de déplacement. Un dernier point sur l'appel à projet recherche. Vous savez qu'on a des gros reliquats et qu'on en profite. Ça rigole pas là. D'accord, Rafik. Et donc on les utilise pour faire des appels à projets. C'est Fabrice Parker qui dirige notre comité scientifique, représenté par tous les coordonnateurs de centres de référence et sites constitutifs. Vous voyez les lauréats des différents projets depuis 2020. 2021, 23, 24, et donc au total 19 projets pour CEMAVEM, 3 projets MARVU, 2 projets MAREP, 24 projets au total financés. Et cette année, on vous annoncera tout à l'heure les nouveaux lauréats de cette fournée 2025. Tout ça n'aurait pas lieu, évidemment, sans nos 14 associations de patients, représentées à notre comité de pilotage par Mado Gilanton et Célia Cardozo pour Tintamarre, Mado pour Apaiser. Je voulais souligner l'événement important qui nous a beaucoup mobilisés et merci Carole Chavel d'avoir organisé les assises de génétique de Hirschsprung, pardon. Je dis génétique parce que ça nous a vraiment permis de créer du lien, en tout cas moi, avec des personnes que je côtoyais sans le savoir, notamment à Necker. Et ça a été vraiment un moment, je pense, qui a impulsé beaucoup de choses. Et je sais que vous êtes en train de rédiger un livre blanc. Oui, c'est les diapos de Tiphaine, mais tout ça pour dire qu'on fait des journées d'association et que donc cette année, évidemment, on va en refaire une. Cet après-midi, vous allez réfléchir à la prochaine thématique. Je regarde Mado parce que c'est un peu la chef. Et les photos, vous voyez, finalement, on en a fait quelques-unes autour déjà de la transition médico-sociale, les aidants, les projets de vie. Donc, va falloir trouver peut-être un autre thème pour cette année, mais c'est toujours des moments très fédérateurs et je pense de partage pour vous intéressants. Et je voulais finir, Luc, pour vous féliciter et vous remettre la casquette de commandant du jour parce que, et Ala, je ne sais pas si tu veux dire un mot, parce que je sais que vous êtes partenaire de soins quasiment. Luc, je crois que vous allez filmer aujourd'hui, faire une captation. Voilà. J'ai déjà commencé. Là, je suis en tant que prestataire pour filmer cette journée. Ouais. Voilà, et accessoirement, je reviens d'un voyage à la voile en famille de 10 mois avec ma conjointe et notre petit bébé. Et sur un bateau sur lequel on a embarqué des personnes atteintes de maladies rares, que ce soit dans un peu les 3 filières. Donc on a eu des Hirschsprung, on a eu des extrophies vésicales. Moi-même, je suis atteint d'extrophie vésicale. Voilà, et la transat retour qu'on vient juste de finir, il y a 15 jours, j'ai embarqué avec moi un Américain qui est né avec une extrophie vésicale pour justement parler de l'extrophie vésicale et de manière un petit peu joyeuse. Et voilà, c'est tout. Donc merci. Et merci.